écoutez, on a choisi cette fois-ci de parler d'un sujet qui concerne les personnalités au sein des équipes de gestion et de direction. Je pense que c'est quand même important. Là, on traite un peu moins du sujet des personnalités, je trouve, depuis quelques années, mais on le voit ô combien les personnalités ont un impact sur les organisations, notamment les personnalités des membres d'équipes de direction ou de gestion. Alors, pour parler de ce sujet, eh ben, j'ai la chance, j'ai l'honneur d'avoir Robert Tremp, qui est avec nous. Bonjour Robert. Bien, merci. Et toi de même, en ce beau Ben oui, vendredi. très très bien, très 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 bien. Alors, je vais juste te présenter et tu me corriges, tu n'hésites pas si jamais je ne fais pas une bonne description de ton beau. En fait, tu as une bonne trentaine d'années d'expérience dans le domaine des médias notamment. Tu as été directeur général vente marketing pour Radio-Canada, vice-président marketing et vente pour le groupe TVA. Tu as été vice-président exécutif chez Astral Media, directeur général principal du groupe Revenu chez Radio-Canada. Écoute, j'en perds mon souffle tellement que tu... Et moi donc. Et puis, tu as par la suite là, organisé ce que tu appelles ton après-carrière, mais qui continue à être quand même une belle carrière. Là, moi, je trouve toujours, depuis 2012, tu es coach et formateur avec l'inspiration et l'ambition de développer la culture vente au sein des entreprises. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène là, à collaborer ensemble, toi et moi, là, sur différents projets. Et tu es certifié MBTI aussi, Leadership Circle, et tu es également administrateur de société certifié de l'Université de Laval. J'ai rien oublié? Peut-être que j'ai sûrement Eh ben oublié des voilà. choses. Et voilà. Je dois être fatigué, attendu à ce moment-là. Non. Alors, ben merci. Merci, mon cher Laurent. Quelle présentation. Mais c'est sûr que quand on résume comme ça, là, 40 ans de carrière et tout, il y a bien des choses à dire. Et merci à tous les gens qui prennent ces 30 minutes de beau vendredi après-midi pour être avec nous, pour discuter de l'impact des personnalités. D'entrée de jeu aussi, je voudrais juste mentionner que je ne suis pas psychologue industriel, je ne suis pas agent de notation. Ce qu'on va partager, comme Laurent l'a mentionné, c'est à partir de mon expérience et de gestionnaire, donc les comités de gestion de vente qui totalisaient habituellement à peu près une dizaine de personnes, ou encore toutes mes expériences de coach, où est-ce que j'ai eu à utiliser beaucoup les tests de personnalité, autant individuels que profil de groupe. Alors voilà. Excellent. Puis c'est drôle parce que pour rien cacher à personne, quand on s'est mis à jaser, Robert et moi, un peu des sujets qu'on pouvait traiter, quand il m'a évoqué les tests de les traits de personnalité, là, je lui dis, ouh, attention, là, on sait, il y a des fois, il y a des personnes très, très spécialisées là-dessus. Puis il m'a dit, non, non, ouais, ouais, mais on va partager aussi, tu sais, des expériences vécues, des constats qui sont faits, puis aussi, ben, Robert, il s'est lui-même formé sur plusieurs outils là-dessus. Moi, j'ai une peut-être première question avant de rentrer dans tout ce qui est la mesure de la personnalité. J'aimerais ça peut-être te poser la question de, as-tu déjà, quel a été ton constat de l'impact des personnalités d'une équipe de gestion ou de direction sur, sur les organisations? Tu en as vécu là, différentes expériences dans différentes organisations. Est-ce que tu l'as vu ça ou pas? Oui, définitivement. Comme j'ai géré majoritairement des équipes de vente, on se retrouve souvent avec les gestionnaires, donc des directeurs généraux, qui sont plus extravertis, on dirait. Donc, se rejoignent plus à ce niveau-là sur la communication et tout. Des gens qui souvent vont être des innovateurs, qui veulent amener plus loin que ce que l'on fait actuellement, qui veulent apporter de nouvelles choses. Ça, j'ai vu ça souvent, une concentration marquée dans les groupes. Ensuite, des gens qui, dans l'analyse, vont être assez rapides pour passer à l'action. Et ça avait des impacts, évidemment, sur l'organisation. Ça avait des impacts sur l'équipe. C'est que on manquait peut-être un petit peu parfois dans ces discussions-là de profondeur. Et ça, il fallait rechercher dans la composition de l'équipe
qui sont les nouvelles personnes que j'amenais ou encore qui sont les personnes à l'intérieur de l'équipe qui pouvaient amener cette profondeur-là. Et s'ils sont trop intimes, s'ils parlent moins, etc., comme gestionnaire, il faut les identifier et s'assurer qu'on va valoriser leur point de vue, qu'on les amène à contribuer. Le penchant pour l'innovation, pour l'imagination, etc., dans toutes nos approches de vente et tout, dans les entreprises, souvent, on mettait de côté des choses qui se sont faites ces dernières années et qui ont très bien fonctionné. Et donner la parole à l'expérience, de savoir comment on s'est rendu, où est-ce qu'on est actuellement, etc., ben, il y a des gens dans l'équipe qui sont capables d'amener ça. Encore là, il faut les identifier, il faut s'assurer qu'on en a des gens, quitte à écouter parfois les entendre dire « Hey, j'ai déjà essayé cette chose-là, ça ne fonctionne pas qu'ils ferment la porte des fois trop rapidement à l'innovation, mais on veut quand même connaître l'expérience qu'ils ont et tout. Et la fonction, je voudrais la dimension que j'ai remarqué qui manquait le plus souvent, c'était l'impact sur l'équipe. C'est toutes ces choses-là qu'on amenait qui étaient nouvelles et est-ce qu'il y avait quelqu'un dans l'équipe qui était là pour parler du côté plus humain, si on veut, de l'implantation de ces nouvelles choses? Et souvent, trop d'innovation épuise les gens qui doivent continuellement s'adapter parce que c'est comme si à chaque jour, chaque semaine, on arrivait avec quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est les aspects qui me préoccupaient comme gestionnaire, de s'assurer qu'il y a une bonne diversification, une bonne complémentarité au niveau des gens qui étaient autour de la table. C'est intéressant parce que tu me fais réfléchir, mais c'est pas évident ça, d'avoir des personnes diverses autour de la table parce que ce que tu apportes comme point, c'est que dans la plupart des cas, ces personnes qui occupent ces postes-là de gestion ou de direction ont été nommées parce qu'elles ont eu du succès dans leur poste de fonctionnel, hein, que ce soit en vente, en comptabilité, etc. Là, tu sais, un bon vendeur, ben, au bout d'un moment, ben, peut-être il va prendre un poste de direction, de gestion, mais ça vient avec des types de personnalités, bien souvent, sans stéréotyper, là, mais donc c'est sûr que quand tu as des équipes, par exemple, là, ce que tu nommes des gestionnaires en vente, par exemple, tu risques d'avoir les mêmes traits de, en tout cas, pas tout le temps, mais tu risques d'avoir les mêmes traits de personnalité. Là, c'est difficile d'aller chercher une certaine diversité dans ce cas-là. Les gens les plus flamboyants, évidemment, prenaient plus de place et tout, et effectivement, ils étaient dans cette catégorie là, de gens plus extravertis, etc. Mais vous savez, il y avait en vente aussi, un administrateur, quelqu'un qui était responsable de tout l'aspect technologique, qui supportait la vente. J'avais des gens qui se préoccupaient de la tarification, de la mise en marché. Donc, je pouvais, chez les gens qui, évidemment, quand je prenais la responsabilité d'un groupe comme celui-là, je composais avec les gens qui étaient en place et rapidement, j'essayais d'identifier, quitte à réaliser des tests de personnalité pour voir est-ce que effectivement j'ai une concentration de gens dans une fonction précise ou si j'ai une diversification et qui sont les gens qui peuvent m'aider à apporter là, l'aspect que j'ai besoin là, pour avoir cette approche-là complémentaire. Et donc, que ce soit les gens qui se préoccupaient là, de nos coûts d'opération, de l'aspect technologique, de l'aspect mise en marché, tarification et tout. Alors, chez eux, je trouvais quelque chose de complémentaire aux gens des ventes qui étaient sur le terrain comme tel et qui, effectivement, devaient avoir les qualités qu'on recherchait. Et dans la recherche de nouveaux cadres, lorsque venait le moment de combler un poste ou quoi que ce soit, j'avais de bons échanges avec les gens des ressources humaines. Je participais évidemment au comité de sélection et je voulais qu'au-delà évidemment, de l'éducation, de l'expérience, au-delà de, tu sais, les nouveaux, même aujourd'hui, on a introduit, par exemple, dans les conseils d'administration, le genre importe, l'ethnie, tu sais, il y a bien des choses là, qui sont des critères qu'on amène et que les gens responsables de la dotation doivent en tenir compte. Alors, on peut aussi ajouter à ça que l'on cherche des gens qui vont être plus penchés vers l'innovation, des gens qui vont être plus organisés au niveau de l'organisation du travail, de comprendre est-ce que c'est des gens à qui j'ai affaire qui sont plus méthodiques, structurés, etc. Aussi, j'ai des gens qui sont excessivement improvisateurs, donc qui laissent la place à tout ce qui peut se présenter, qui sont toujours disponibles et ouverts à quelque chose de nouveau.
Il y a des choses comme celle-là, dépendamment de ce que le gestionnaire a besoin, que l'on peut retrouver. Donc, il y a cette complémentarité. Est-ce que toi, tu as déjà vu, au contraire, euh, des équipes de gestion de direction où, en fait, finalement, il y avait une sorte de norme de groupe, là, tu sais, tout le monde un peu avait la tendance à penser de la même manière? Et si oui, c'est quoi les effets que ça a pu donner, là? Cas précis. Deux cas précis où j'ai fait de la gestion des profils de groupe là, qui me viennent tout de suite à l'esprit, en pensant à la discussion, les échanges qu'on a eus. Je pensais à ces deux cas. Je me suis retrouvé avec un groupe d'environ une dizaine de gestionnaires dans une grosse entreprise où la plupart étaient des ingénieurs, des gens qui étaient dans l'aspect très là, technique, etc., développement. Et lorsque j'ai fait le profil de groupe et qu'on fait le positionnement, où est-ce que vous vous situez par rapport à votre relation avec le monde extérieur, par rapport à votre mode de perception, de jugement, ils se retrouvaient tous au même endroit. Et c'était de faire prendre conscience à ces gens-là. Vous voyez que l'image que vous projetez aux gens que vous gérez, de ceux qui se rapportent à vous, ben, quand ils regardent le groupe, ils voient comme un style bien particulier et vous entrez tous dans ce moule-là. Donc, comment vous pouvez, à l'intérieur de vos communications, comment vous pouvez, à l'intérieur de vos échanges avec vos équipes et tout, faire valoir l'autre aspect? Et ça, c'était dans le processus décisionnel, d'abord au niveau des équipes. J'expliquais comment on peut aller, comment on peut donner place à l'innovation après avoir bien compris où est-ce qu'on est rendu, comment on s'est rendu là. Ça, ils étaient forts là-dessus. C'était extraordinaire. Ils pouvaient tout m'expliquer de A à Z. Mais dès que j'arrivais dans l'innovation, comment on pousse ça plus loin et tout, là, ils étaient un petit peu plus discrets. Et c'est là qu'on essaie de mettre l'emphase et de dire, OK, comment on peut aller plus loin? Il y a différentes méthodes qui existent là, pour stimuler la création, mais comment on peut aller là-dessus? Et ensuite, dans tout l'aspect de la logique, la rationnelle, ils étaient capables de m'expliquer ce qui était possible, ce qui se rapporte au plan de l'entreprise, ce qui converge vers ce que la haute direction nous donne comme direction et tout. Mais avez-vous pensé à quel impact ça a sur l'organisation? Comment les gens vont réagir? Est-ce qu'il y a une certaine empathie par rapport à tous ces gens que vous alimentez continuellement là, de ces façons de faire et tout? Et à partir du moment où le comité, et particulièrement je pense au vice-président là, avec qui je travaillais étroitement, pour lui dire, est-ce que tu prends connaissance que ton équipe a une lacune de ce côté-là? Et sûrement que vers de nouvelles embauches, c'est quelque chose qui lui est sûrement là, resté à l'idée. Ouais, très, très intéressant. Puis c'est vrai, moi, ça me fait penser à un exemple juste dans la dernière semaine où, en fait, je suis allé dans une entreprise et j'ai eu l'occasion de rencontrer différents employés et gestionnaires et je connais le dirigeant de cette entreprise et c'est un membre de la direction et je voyais ô combien la personnalité de ces membres de la direction teinte fortement l'approche, la manière d'accueillir, etc., etc. Et donc, et c'est intéressant parce que des fois, je pense que c'est inconscient, hein, d'un bord et comme de l'autre, mais comment ça peut vraiment là, influencer énormément même une culture d'entreprise, une culture organisationnelle de ce point de vue-ci. Ce que j'aimais des tests, et puis des tests de personnalité, je parle à des gens de ressources humaines, on parle à des dirigeants et tout. Vous savez qu'il en existe plusieurs. Ça part toujours de la théorie de la personnalité. On ne remonte pas jusqu'à Sigmund Freud, là, mais on peut passer par Carl Jung et par tous ceux qui l'ont développé et tout. Alors, il y a différents tests qui existent. Ce que j'aimais de celui pour lequel je suis certifié dans l'interprétation, qui était le MBTI de niveau 2, c'est qu'une fois que je m'étais assis avec la personne qui avait complété le test et qu'on est bien d'accord que la personne de qui on parle ici, c'est bien toi. Alors, on regarde sur les 4 fonctions. Il y a évidemment là, toute cette échelle de -5 à +5. Donc, j'ai 40 caractéristiques que je valide avec la personne qui me confirme à 85-90% que c'est bien elle. C'est de voir l'impact de ce type de personnalité-là sur la communication, la prise de décision, la gestion de conflits et la gestion de changement.
Et ça permet à un individu soit d'identifier un besoin de coaching pour effectivement voir là où il voudrait se rendre dans cette façon-là parce qu'il y a des choses à améliorer ou quoi que ce soit, ou encore d'être pleinement conscient de l'impact qu'il a lorsqu'il communique, lorsqu'il gère un conflit. Eh bien, des gens vont y aller par l'évitement, d'autres vont aller beaucoup trop rapidement en impliquant tous les gens qui sont concernés, puis en essayant de trouver une solution rapide et tout. Et ça, c'est évidemment la personnalité du gestionnaire, très souvent, qui influence ses façons de faire. Et c'est très intéressant parce que je me mets à la place là, de certaines personnes qui assistaient à notre causerie en se disant, et c'est déjà difficile de recruter du monde, de recruter des bonnes personnes qualifiées. Si en plus on se donne certains critères reliés aux traits de personnalité, ça peut rendre la chose encore plus difficile parce qu'on a déjà du mal à trouver des personnes qui ont les diplômes nécessaires, qui ont des fois l'expérience nécessaire. Mais ce que j'entends de ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas juste un statu quo, c'est de faire en sorte, des fois, dépendamment des traits de personnalité des personnes qui sont soit en poste, soit qu'on recrute, ben, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut aussi être en mesure de développer, sur quoi il y a des points de vigilance qu'on doit faire attention. Donc, j'aime bien parce que ton approche est une approche plus dynamique que statique de ce niveau-là. Puis le temps que tu réagisses, là, j'ai un petit sondage pour ceux qui assistaient à notre causerie. Je pose une petite question à savoir, utilisez-vous un ou plusieurs outils de mesure pour sélectionner les membres de vos équipes de gestion ou de direction? Alors, je vous laisse le sondage. Robert? Oui, ben, tu me demandes, moi, si je l'utilisais? Non, non, je ne sais pas si tu avais une réaction à ce que je disais, le fait que ce soit une approche plus dynamique. Là, c'est pas juste de mettre les gens dans les cases puis de les sélectionner en conséquence. Mais ce que j'entendais de ce que tu disais, c'est que une fois qu'on avait ça comme mesure, là, eh ben, c'est que c'est de travailler la personne pour éventuellement la faire Absolument. évoluer. Absolument, absolument. Et je me rends compte de plus en plus dans les entreprises taille moyenne et plus, que on va utiliser des tests psychométriques pour valider le profil de l'individu, etc., qui vient se joindre à l'équipe et tout. Alors, si on en fait une bonne interprétation, qu'on s'assoit avec l'individu et qu'on lui dit, bon, ben voici pourquoi on t'embauche. Parce que on voit ici tout le côté du leader qu'on a besoin dans cette équipe-là. On a une faiblesse au niveau de la communication. Vous allez nous apporter ce qu'on a besoin, etc. Par contre, sur la gestion de conflits, selon les tests qu'on a fait ici, on voit que vous auriez des choses à améliorer. Et, ou encore sur la gestion du changement. Vous avez fait preuve dans certaines expériences passées. Vous avez quitté parce qu'il y avait des changements, parce qu'on voulait apporter des améliorations. Vous avez quitté l'entreprise. Donc, comment vous réagissez au changement? Alors, on peut avoir un bon échange là-dessus et de voir est-ce qu'il y a possibilité de vous donner les outils pour mieux composer avec ces situations-là. Et c'est là que le coaching de gestion existe. C'est là qu'il y a des programmes de formation qui permettent aux individus de change pas de personnalité, mais par contre, on va te donner des outils qui vont t'aider à pallier cette faiblesse là, comme gestionnaire. Non, et c'est drôle parce que nous, on a, par exemple, là, dans notre équipe, là, on a tous passé là, des tests psychométriques et de personnalité et on s'en sert même en continu quand on est face à certaines situations, lorsqu'il y a la constitution de nouvelles équipes, une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe, etc. Et c'est toujours très, très, très enrichissant. Je pense que dans bien des cas, là, ça nous évite des situations là, qui pourraient être plus critiques de ce point de vue-là. Là. Et tu as parlé des conflits. J'imagine que tu as déjà eu soit comme observateur ou comme partie prenante, à faire face à des conflits de personnalité, là, notamment dans les organisations. Euh, Quelle est ta perception de comment on est en mesure de gérer ces conflits de personnalité? Parce que on le voit, on en a plein des exemples là, dans les organisations où les membres, par exemple, d'une équipe de direction, finalement, il y a des conflits de personnalité très forts, puis ça impacte directement les résultats de l'entreprise, ça impacte directement les clients même, hein, les employés, les clients, etc.
J'aime ça t'entendre là-dessus. Tu l'as nommé, alors je te pose des questions sur les conflits. Oui, c'est bon. Est-ce que je dois nommer les entreprises et les gestionnaires? Non. Ouais, c'est important. Numéro d'assurance sociale aussi. Alors, oui, j'ai effectivement été témoin de situations comme celle-là. Et la première qui me vient à l'esprit, c'est dans une entreprise où est-ce qu'il y avait peut-être près de 10 gestionnaires au niveau du comité de gestion. Et le vice-président me dit, bon, un tel, perds pas trop de temps, je vais m'en débarrasser. Bon, alors, moi, j'aime pas faire un test pour chercher la faille, pour congédier l'individu. C'est pas, c'est trouve un autre, quelqu'un d'autre ou trouve un autre moyen, là. Mais pourquoi tu veux le congédier? Parce que s'il y a plus de 25 ans d'expérience et cette personne-là nous empêche d'avancer. Comment ça? Parce que continuellement, dans les rencontres, cette personne dit, on a déjà fait ça, ça n'a pas fonctionné. Et puis, non, ça peut pas fonctionner à cause de... Alors, c'était une personne qui était assez réfractaire à tout changement, évidemment, parce qu'elle avait cette expérience-là. Alors, je lui ai dit, écoute, pour une prochaine réunion où tu auras à prendre une décision, faire une analyse, assis-toi avec lui avant. Assis-toi avec lui avant la rencontre et discute avec lui du rôle que tu veux lui faire jouer. C'est que c'est la personne qui va ouvrir la discussion. C'est lui qui va nous dire exactement où est-ce qu'on est rendu et comment on s'est rendu là. Tu vas t'en faire un allié. Et là, le rôle que tu lui donnes va valoriser son point de vue, évidemment. Et normalement, une fois qu'il aura tout dit ce qu'il a raconté, donne la parole à ceux qui veulent aller plus loin, à ceux qui veulent améliorer, ceux qui veulent innover. Et là, normalement, il ne devrait pas trop s'y opposer parce qu'il a tout dit ce qu'il avait à dire. Et ça, je pense que l'individu fait encore partie de l'équipe parce qu'il m'arrive d'avoir affaire à eux des fois. Il est toujours là. Alors, dans le modèle de la prise de décision, ça, c'était une première relation qui était importante là, de l'expérience avant l'innovation et tout. L'autre, c'était dans l'analyse de toute la rationnelle, la logique, etc. Là, il y en a qui sont puissants là-dessus et qui sont tellement certains de détenir la vérité qu'ils sont prêts à passer à l'action immédiatement, sans considération de l'impact de comment les gens vont réagir face à cette chose-là. Et ça, évidemment, on a besoin on a besoin d'une personne qui a cette empathie, cette bienveillance dans l'équipe, à qui on donne toujours la parole quand on conclut un processus de décision, pour que cette personne-là fasse valoir cet élément-là, qui parfois va soit retarder la décision qu'on est en train de prendre, va soit nous obliger à approfondir notre analyse pour voir qu'effectivement, ça peut avoir un impact. Et j'avais un supérieur avec qui j'ai eu un lunch il n'y a pas longtemps, et je lui racontais comment c'était captivant, comment c'était agréable de travailler pour lui, parce que mon bureau était voisin du sien, et à tous les matins, il y avait une nouvelle idée. Alors, je dis, s'il avait fallu que j'embarque dans tous les projets que tu vas laisser tomber dans mon bureau en passant, on aurait rendu tout le monde fou, c'est sûr. Mais par contre, dans tout ce que tu apportais, il y en avait souvent des bonnes et ça valait la peine de s'asseoir et de regarder. Donc, oui, c'est en fonction des personnalités comme ça qu'on voyait là, de ce genre d'impact. Et il faut en être conscient. À partir du moment où on est conscient, fournir les outils et donner tout l'appui que la personne a besoin là, pour améliorer ça. Ah, ça me fait réagir, Robert, parce que je suis dans ce style-là. Si les membres de mon équipe nous écoutent, ils doivent se dire, ah, ça c'est du Laurent, là, parce que pas mal à tous les matins, il y a quelques nouvelles idées là, qui surgissent. Là. Euh, Avec remarqué. ouais. Les résultats du sondage, en fait, j'avoue, me surprennent un petit peu parce que voici les résultats. Là, je les publie à tous. Et en fait, une majorité d'entre vous, vous dites, ben non, presque jamais. On utilise d'outils de mesure là, tels que des tests psychométriques ou des tests de traits de personnalité. Et même 26% disent jamais. Euh, et vous êtes une minorité, là, 17% d'entre vous à dire systématiquement et 19%. Alors, je ne sais pas, je sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu es aussi surpris que moi là, de ton côté, mais moi, je pensais que c'était quand même un peu plus, un peu plus répandu à travers les organisations. Évidemment, dépendamment de la taille de l'organisation puis de la rapidité avec laquelle il faut procéder, parfois les gens vont négliger cet aspect-là. Mais à ce 60 tu as dit, là, qui est le pourcentage de gens qui ne l'utilisent peu ou jamais, Ou jamais, ouais. je vous dirais
Ouais, je vous dirais, écoutez, essayez-le. Essayez-le avec quelqu'un qui va vous conseiller pour en faire une bonne interprétation, pour voir ce que vous pouvez faire. Et je vous garantis qu'à la prochaine causerie, vous ferez partie des 27 qui disent je l'utilise toujours. Parce que c'est un outil incroyable pour bien vous engagez cette personne-là, vous allez investir une somme considérable pour la former, pour lui faire connaître l'entreprise, l'industrie, l'environnement. Vous allez là dépenser énormément. Et là, vous allez faire quoi? Une économie de 5 000, maximum 10 000 pour avoir toute cette information-là, d'avoir quelqu'un qui vous conseille comme il faut, puis qui vous dit exactement voici ce qu'il y en est. Moi, je vous dirais, ne vous privez pas de tel outil, surtout quand on fait un mauvais choix, qu'on n'engage pas la bonne personne, le temps perdu, ce que ça a coûté, l'impact sur l'organisation, c'est pas mal plus important que ce que ce test va vous coûter, puis le temps que ça va vous prendre, définitivement. Et puis surtout, comme je disais, c'est que je pense que c'est pas juste à utiliser lors de la dotation, mais ça peut être utilisé lors de l'accueil intégration, en termes de gestion de talent, lors de situations même de conflits, etc. Là, c'est des beaux outils qu'on a à notre disposition. Il y avait une question de Paul, là, on arrive déjà à la fin, là, mais une question de Paul qui était que constater d'une culture de prise de décision centralisée? C'est toute une autre question. On n'aura malheureusement peut-être pas le temps d'y répondre. Mais une chose que ça m'a suscité aussi comme question, c'est que lorsqu'on est face à des équipes qui sont plus homogènes, on va dire, en termes de traits de personnalité, mais je trouve que tu l'as apporté un petit peu cette idée-là, c'est que ne pas hésiter à ce qu'il y ait d'autres personnes qui ne font peut-être pas partie de l'équipe de gestion, hein, qui n'ont peut-être même pas un rôle de gestion, mais qui peuvent nourrir les discussions, qui peuvent apporter une certaine diversité de points de vue là-dessus. Nous, des fois, quand on interne les organisations, c'est ce qu'on fait, là, c'est qu'on demande des fois à des personnes qui ne s'assoient pas à la table, normalement, d'être dans les discussions, etc., parce que ça permet d'arriver à une certaine diversité de points de vue. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Définitivement, parce que dans les comités de sélection, dans des postes de direction de vente, souvent je demandais à une personne des finances ou une personne des opérations, dirigeant de ces secteurs-là, de se joindre à nous, aux gens des ressources humaines, à moi, etc., pour l'embauche d'un directeur. Et le genre de questions qu'il posait, ce qui les préoccupait dans l'entrevue, etc., ça apportait vraiment ça venait du champ gauche, là. Tu dis, Ouais. c'est quoi ça, cette question-là, mais c'est très intéressant. L'autre point, parce qu'on parle des tests, et là, on parle chez les individus qu'on engage et tout, il y a un aspect que j'ai développé ces dernières années, ça, je l'ai fait à quelques reprises, c'est dans des transitions de carrière. Et les individus à qui on parle, peut-être qu'un jour, vous allez vous retrouver à vouloir un nouveau défi, vouloir relever un nouveau défi, ou encore que les situations vous amènent, vous poussent justement à rechercher un nouveau défi. Ces outils-là sont importants parce qu'ils vont vous permettre de bien connaître où est votre niveau d'aisance dans quel environnement. Et ça aide beaucoup. Quand on fait une transition de carrière, de s'offrir un test comme celui-là, peu importe le test, peu importe la personne, qui vous aidera dans l'interprétation, mais de bien connaître ses forces, de bien connaître ses points, où est-ce qu'évidemment, on a une valeur incroyable, mais aussi lesquels sont à améliorer et comment, là, lorsque j'arrive en entrevue et que je me présente à quelqu'un, quand j'ai un test comme celui-là, je suis capable de dire exactement, voici qui je suis, voici quelles sont mes forces, etc. Si c'est l'individu que vous recherchez, c'est moi. Maintenant, assoyons-nous et parlons. Alors ça, c'est Excellent. Écoute, Robert, notre causerie tire déjà à sa fin. Je tiens à te remercier. Moi, ce que je retiens de notre causerie, c'est que il y a différents traits de personnalité au sein des équipes de gestion et de direction et qu'il faut être en mesure de garder une belle diversité, d'accompagner, de mesurer hein, les traits de personnalité, d'accompagner les différents traits de personnalité, d'être des fois créatif aussi, hein, des fois en ayant différentes personnes qui puissent intervenir d'une manière ou d'une autre. Un grand merci, Robert, là, pour ta participation à cette causerie.
si de ceux qui assistaient, vous êtes intéressés, là, on est en train de vous concocter là, des belles solutions avec Robert au niveau de former des équipes de gestionnaires en vente, au niveau de former, d'accompagner des personnes qui sont dans le domaine de la vente, développement des affaires, service à la clientèle. Donc, n'hésitez pas, là, contactez-moi, et puis on va regarder ça avec vous. Là, vous avez eu l'occasion de rencontrer Robert, donc vous le connaissez déjà. Voilà, donc c'est parfait. Un grand merci, encore une fois, Robert, d'avoir pris ce temps-là là, avec nous. Et puis, bah, écoutez, je tiens à remercier tous ceux qui avaient assisté à cette causerie. Si vous avez des idées de sujets, si vous voulez regarder, il y a des choses, des questionnements, des enjeux ou des orientations particulières que vous aimeriez regarder, eh ben, n'hésitez pas là, à le partager. On vous envoie toujours une petite communication après la causerie. Et puis, bah, écoutez, là, il y a des questions, malheureusement, on n'a plus le temps. Là, je suis désolé, la Camille, vous avez une belle question là-dessus. Mais un grand merci à vous tous et au plaisir de vous revoir aux prochaines causeries RH. Robert, merci beaucoup. Merci Laurent, merci à tous. Au revoir. Au revoir.